Pourquoi le gouvernement entame-t-il une réforme d'uniformisation des retraites alors que les Français n'ont rien demandé et que cette réforme sera sans doute pour le pire? C'est vrai ça, non? Pourquoi cette réforme et pourquoi maintenant? Eh bien la réponse se trouve dans un document que l'on appelle communément les GOP, les grandes orientations des politiques économiques, et que voici. Alors je te préviens, c'est un papier juridique, et comme tout papier juridique, eh bien c'est un petit peu chiant à lire, mais par contre, il a une importance cruciale. Comme tu le vois, il est estampillé Commission européenne, et là, je vous ai pris la version 2019-2020. Alors, qu'est-ce qu'on peut y lire dans ce document? Déjà, le titre. Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la France pour 2019. Il semblerait que l'on parle de nous. Alors, commençons la lecture. Le Conseil de l'Union européenne, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment son article 121, blablabla, je vous passe tout ça, ça veut dire en gros, vu tous les pouvoirs qu'il a, recommande que la France s'attache en 2019-2020, attention ça va être important, à réformer le système de retraite pour uniformiser progressivement les règles des différents régimes de retraite. Alors on récapitule. On a un document édité par l'Union européenne où le Conseil d'État recommande à la France d'uniformiser ses régimes de retraite. Ce que le gouvernement est en train de faire actuellement. Et ce contre quoi on lutte. La question la plus importante est donc, quelle est la nature exacte de ce document? Ne fait-il qu'émettre que des recommandations? Ou ces recommandations ne seraient-elles pas obligatoires? Si je fais cette vidéo, c'est bien évidemment que la France est obligée d'appliquer les recommandations de la Commission européenne sous peine d'énormes amendes. Charles-Henri Gallois et moi-même, nous avons tourné une vidéo il y a quelques mois où nous décortiquions les GOP. Et dans cette vidéo que voici, nous avions montré que la loi Rebsamen, la loi El Khomri, la loi NOTRe, la réduction du nombre de régions, la baisse des allocations familiales, le gel du SMIC, la hausse de la TVA générale, la suppression de l'ISF, le CICE, la mise en concurrence des taxis, la privatisation des barrages, d'Aéroports de Paris, de la Française des Jeux, la baisse de dotation globale de fonctionnement, et j'en passe. Toutes ces réformes avaient été annoncées et ordonnées par ces fameuses GOP. Ce document qu'il faut lire. Alors je t'en prie, arrête de penser que notre gouvernement en France décide encore de quoi que ce soit d'important au niveau économique. Mais de quoi parlons-nous? On parle de la destruction des retraites en France. Je l'avais dit pendant la campagne présidentielle. J'avais dit quiconque sera élu restera dans le cadre de l'Union européenne s'attaquera aux retraites. Je l'avais dit lors du dernier débat sur France 2. Il faut savoir, et ça c'est là où l'UPR apporte quelque chose par rapport à tous les autres partis politiques français, c'est que tous les autres respectent une espèce de loi de l'omerta. Ils tapent tous sur Macron, Philippe ou Delevoye. Alors bien sûr, Macron, Philippe et Delevoye sont aux commandes. Mais en fait, ils sont les agents exécutants de politiques qui sont décidées ailleurs. La réforme des retraites, la suppression des régimes spéciaux, elle est demandée expressément depuis 2018 par la Commission européenne dans le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Je renvoie tous les auditeurs à notre site upr.fr où ils trouveront tous les documents là-dessus. Et François Asselineau, tout de même, notre système est en déficit. Alors vous ne faites peut-être pas confiance, vous faites partie de ceux qui ne font pas confiance peut-être au Conseil d'orientation des retraites qui prévoit un déficit de 7 à 17 milliards d'euros. Oui, ce que je vois, c'est qu'avec les réformes qui sont actuellement en cours, on estime que le pouvoir d'achat des retraités va baisser entre 15 et 23%. Alors, est-ce qu'on en est sûr? Parce que le texte reste très flou du gouvernement, c'est bien le problème. C'est justement pour ça qu'il faut se battre. Maintenant, pour répondre à votre question, il y a beaucoup de façons de réduire un déficit. On ne parle jamais des autres moyens de combler le déficit. 1. Augmenter les cotisations patronales. 2. Avoir une politique de la famille. C'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus de cotisants, en définitive. 3. Réindustrialiser la France, ce qui nécessite de sortir de l'euro, d'avoir une monnaie nationale qui soit compatible avec la compétitivité de l'économie française. 4. Rétablir le contrôle des mouvements de capitaux pour empêcher les délocalisations. Parce que vous savez, il y a des études économétriques qui ont été faites, notamment par Philippe Murer, dans le cadre de l'association Res Publica, qui envisageait que si on sortait de l'euro et que le franc perdait à peu près 10% par rapport au dollar, on pourrait recréer 1 million d'emplois. Ça ferait 1 million de cotisants en plus, figurez-vous. Et donc on pourrait très bien rétablir de cette façon les équilibres. En fait, on a une politique qui est à courte vue. Imaginez qu'on baisse de 20% le niveau de vie des retraités en moyenne. Ça veut dire qu'il y aura 20% de consommation en moins.
Ça veut dire que les rentrées fiscales vont également diminuer. On est face à une espèce de cercle vicieux, il y aura toujours plus de déficit. C'était les enseignements keynésiens, les enseignements de John Maynard Keynes, qui datent de 1936, qui ont été complètement oubliés à notre époque.